Bonjour à tous, donc professeur David Noca, c'est moi qui suis en charge de gérer l'équipe de chirurgie bariatrique depuis une vingtaine d'années déjà. Commencer cette présentation par remercier une personne qui n'a pas été remerciée encore, donc moi je suis très content de le faire, c'est Marine Vidal, c'est la coordinatrice du CSO depuis 10 ans, ou 12 ans même, on a compté, 12 ans. Donc merci d'avoir organisé cette belle réunion, parce qu'il y a beaucoup de monde, et à l'heure actuelle, avoir plus de 300 personnes sur une réunion, c'est pas commun. Donc bravo, merci pour tout ça. Vous pouvez l'applaudir. En plus, elle est maman depuis 2 mois, donc tu as géré comme il fallait, bravo. Deuxièmement, les réponses des 2 QCM, je vais vous les donner dans ma présentation, mais vous avez bien compris que c'est bien le professeur Avignon qui avait dit surtout, il faut attendre avant de dire qu'un traitement est efficace au moins 10 ans. Donc c'est pour ça que nous allons voir que la révolution médicamenteuse, on est très content en fait, ça va être vraiment mon message, on est vraiment très content que les médicaments arrivent dans le milieu du traitement de l'obésité. Il y a une sorte une volonté d'opposition des médecins et des chirurgiens qu'on sent monter. Il ne faut surtout pas, nous les médecins, les chirurgiens, on se considère comme des médecins aussi d'ailleurs, de temps en temps. Docteur Jandel, s'il vous plaît. C'est positif, et je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est positif de voir cette arrivée des médicaments. Autre personne à remercier et autre équipe, c'est l'équipe de la Ligue contre l'obésité. En introduction, nous allons vous présenter, c'est la primeur aujourd'hui, on a fait la conférence de presse la semaine dernière, les nouveaux résultats de l'épidémiologie en France. Grâce au soutien de Novo Nordisk au niveau institutionnel, on a pu payer une étude sur, en 2024, les statistiques de la population française, avec un focus sur les populations un peu plus âgées. Tout ça sera bientôt publié. Et surtout aussi sur les DOM-TOM qui n'étaient jamais pris en compte dans les études d'Aubé Pierroche à l'époque. Donc vous voyez sur la présentation qu'on continue d'augmenter en termes d'obésité. On est à 18,1%. Alors en fait c'est 17,9% si on considère l'obésité en France métropolitaine, 18,1% si on considère les DOM-TOM. Vous verrez que c'est un peu plus élevé. Moi, ce que je voulais aussi vous montrer, c'était à quelle époque le pourcentage d'obésité était le plus important. Vous voyez, c'est la population de 35-44 ans qui est le plus touchée par l'obésité. Après, ça diminue. Alors, c'est vrai que plus on vieillit, peut-être plus on a de pathologies qui font qu'on va maigrir. Donc, tout ça, c'est explicable. Et puis, bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas les responsables de l'ARS aujourd'hui, mais finalement, l'Occitanie est le meilleur élève en France au niveau de la prévalence de l'obésité. Alors c'est peut-être grâce à Marine et du CSO, grâce au professeur Avignon et ses traitements depuis des années médico-nutritionnels, ou aux chirurgiens qui ont opéré quand même beaucoup de personnes en Occitanie, ou à la Ligue contre l'obésité qui fait pas mal d'actions de prévention et d'information. Le fait est que c'est la faute à tout le monde. Je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans notre région. On a aussi des facteurs socio-économiques qui sont connus depuis très longtemps, c'est-à-dire que le nord et le nord-est de la France sont des régions qui souffrent beaucoup au niveau socio-économique, et qu'il y a un lien entre l'obésité et ces problèmes économiques. Pour vous montrer quelque chose aussi, comme je suis chirurgien, je défends un peu mon beefsteak, ma chirurgie, il y a une classe qui diminue dans les obésités, c'est l'obésité massive. Vous voyez sur la ligne du bas qu'on est passé de 2% à 1,9%. C'est la seule classe d'obésité qui a diminué sur les 4 dernières années. Et là, c'est probablement l'effet de la chirurgie, parce qu'il y a quand même entre 35 et 40 000% de chirurgie. Cette chirurgie, on va faire un peu un historique et vous montrer où on va aller. Donc, 1991, le consensus du NIH aux États-Unis qui dit que le seul traitement efficace à long terme, je le redis, c'est la chirurgie, par rapport au fait qu'à l'époque, il y avait juste des prises en charge médicamenteuses qui ont été des échecs dans le temps, avec des complications que vous connaissez tous bien, et des pertes de poids supérieures à 50% en parallèle. 1991, on avait juste la laparotomie, on n'avait pas encore les techniques de cœlioscopie, et vous avez cette étude à 10 ans, qui est l'étude SOS, qui comparait la prise en charge médicale à la prise en charge chirurgicale
qui montrait qu'il y avait bien une différence significative à 10 ans avec un suivi de 99%. C'est l'étude SOS qui a montré toutes les répercussions sur la mortalité, sur les pathologies cardiovasculaires, sur le diabète, avec des rémissions significativement plus importantes pour les gens opérés. Donc en France, ça donne quoi? Les années 2000, ça a été vraiment l'avènement de la laparoscopie. Donc là, on a commencé à beaucoup opérer. Vous verrez que l'intervention de référence à l'époque, c'était des anneaux de gastroplastie. Ça a évolué vers des techniques un peu plus complexes. La sleeve, le gastric bypass, on va y venir. Vous voyez quand même en 2016, on était à plus de 50 000 opérations en France. Alors peut-être avec certains excès, peut-être qu'il y avait certaines indications qui étaient un peu trop poussées. Donc le Covid après est arrivé dans tout ça, a fait baisser un peu les chiffres. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est à peu près à 35 000 opérations par an en France. On est le 3e pays dans le monde à proposer la chirurgie bariatrique. C'est-à-dire les premiers sont les États-Unis, le Brésil en 2, la France en 3, alors que finalement, au niveau de l'obésité, on est plutôt des bons élèves, puisque l'obésité aux États-Unis, c'est 50% de la population, alors que nous, on n'est qu'à 18%. Pourquoi? Parce qu'on a un système de santé qui est incomparable au niveau mondial. Les patients sont pris en charge en totalité s'ils ont les critères de la Haute Autorité de Santé qui sont respectés. Donc ces critères de la Haute Autorité de Santé, j'avais participé en 2009 à la rédaction des premières recommandations. En 2024, ça a été repris par un autre groupe de médecins et de chirurgiens. Donc vous les avez, vous pouvez les télécharger sur le site de la Haute Autorité de Santé. C'est très intéressant à lire. Il n'y a pas grand-chose qui va changer sur les indications. Ça a été un peu élargi, notamment sur les indications dans l'obésité sévère. Donc toujours un IMC supérieur à 40, l'obésité massive donc, une obésité sévère avec des complications liées à l'obésité. Toujours cette notion d'échec d'un traitement médical bien conduit. Alors c'est vrai que de temps en temps c'est difficile de vérifier que le traitement médical il a été bien conduit. Il y a un traitement médical bien conduit, s'il est bien conduit, normalement on doit pouvoir arriver à avoir une efficacité derrière. Donc bien conduit c'est un peu bizarre comme formulation. Le problème de l'information chez ces patients, la chirurgie, il y a des complications, il y a des règles de vie derrière qu'il va falloir changer, donc il faut vraiment informer ces patients, c'est très important. Et puis voilà, ça a été élargi, je vous l'ai dit, sur les comorbidités liées à l'obésité, parce qu'on s'est aperçu que les meilleurs traitements de la chirurgie, c'est dans le cadre de l'obésité sévère, c'est-à-dire entre 35 et 40. Donc là, on est un peu plus large, avec notamment la cirrhose Child A maintenant, qui est une des indications, puisque on arrive à opérer des patients cirrhotiques pour les faire maigrir avant une potentielle transplantation derrière qui sera plus facile. Idem dans les maladies rénales chroniques. Il faut savoir que l'obésité est une contre-indication de la transplantation rénale et que maintenant les urologues nous envoient les patients pour les opérer, les faire maigrir avant et proposer la transplantation après. Les problèmes de fertilité, ça, c'était pas au départ dans les recommandations, ça a été rajouté puisqu'il a été prouvé que la perte de poids induite par la chirurgie bariatrique permettait aux femmes voire aux hommes d'avoir une meilleure fertilité. Le syndrome des ovaires polykystiques, ça aussi ça a été rajouté, le reste étant déjà bien connu. Les incontinences urinaires aussi ont été rajoutées dans les nouvelles recommandations. L'hypertension intracrânienne et les hernies pariétales ou les éventrations qui étaient des complications importantes et gênantes pour la qualité de vie des patients. Donc vous voyez qu'il y a des nouvelles indications. Par rapport aux techniques, je vous avais posé les questions dans le petit quiz de départ. Donc, la technique la plus pratiquée en France et dans le monde, c'est la technique de sleeve, ce qu'on appelle la gastrectomie longitudinale. Alors, faites attention, il y avait un petit piège dans la question un peu sérieuse que j'avais posée. C'est pas la sleeve endoscopique n'est pas à l'heure actuelle validée comme traitement consensuel. C'est une option qui est proposée, qui est non remboursée par la sécurité sociale parce que c'est toujours en cours d'évaluation et ce n'est pas validé. La voie endoscopique est totalement différente de la voie chirurgicale laparoscopique. Donc, juste pour rappeler aux personnes qui sont dans la salle et qui ne connaissent pas trop la chirurgie, ce que c'est, vous l'avez sur le côté. Donc, c'est une réduction de la taille de l'estomac. On va considérer que les patients mangent trop, ils sont hyperphages. On va réduire la taille de leur estomac et on va enlever les 2/3 de l'estomac. Une technique qui marche bien sur la perte pondérale, 60% de perte d'excès de poids à 10 ans. À 10 ans des résultats. Des effets métaboliques avec 50% de rémission du diabète, donc c'est une chirurgie qui est maintenant considérée comme une chirurgie dite métabolique aussi. Des complications,
fistule gastrique 1 à 2%, des sténoses, des rétrécissements qui entraînent des vomissements et du reflux, des hémorragies, c'est 1 à 2%, et surtout le reflux gastro-œsophagien. Sur du long terme, alors le reflux gastro-œsophagien, on considère que ce n'est pas une complication grave comparativement aux fistules, puisqu'il n'y a pas de réopération en urgence. Par contre, en qualité de vie, en risque de dégénérescence sur la muqueuse œsophagienne en cancer, on a été obligé de convertir pas mal de patients en gastric bypass. Et vous voyez que la mortalité à l'heure actuelle de la chirurgie bariatrique d'une sleeve, c'est moins de 0,1%. Ça veut dire quoi? Vous ne savez probablement pas. Ça correspond à la mortalité d'une cholécystectomie. Donc on a réussi, et Eric l'a dit tout à l'heure, on a réussi à progresser sur les techniques opératoires, à diminuer les complications. Quand on se fait opérer dans une équipe experte, avec une bonne équipe d'anesthésie et réanimation et un chirurgien qui est formé, vous avez des risques qui sont quand même très faibles de complications gravissimes. Alors, le bébé de l'équipe, c'est ce qu'on appelle la Nissen sleeve gastrectomie, parce qu'il y a 10 ans, on a trouvé la solution pour régler ce problème du reflux gastro-œsophagien post-sleeve, c'est-à-dire qu'on a eu l'idée de combiner le système de la valve anti-reflux qui est faite pour traiter les hernies hiatales ou les reflux gastro-œsophagiens avec la sleeve, et on publie le mois prochain dans Obesity Surgery les résultats à 5 ans qui montrent qu'on a les mêmes résultats sur la perte de poids que la sleeve et qu'on a en tout cas moins de 10% de reflux gastro-œsophagien. Donc le problème du reflux gastro-œsophagien est solutionné. Il faut juste former les équipes maintenant pour réaliser cette technique qui est la combinaison de 2 techniques consensuelles qui étaient connues. Pareil, la mortalité, idem que la sleeve. Le bypass, ça veut dire court-circuit en anglais. Le bypass, c'est une dérivation de la partie supérieure de l'estomac qui va être dérivée dans l'intestin. Donc vous avez une alimentation qui va arriver plus rapidement au niveau du jéjunum distal avec une sécrétion du fameux GLP-1, du PYY, toutes ces incrétines qui vont stimuler l'insulinosécrétion, diminuer l'insulinorésistance, avoir des actions au niveau de la vidange gastrique et au niveau cérébral. Donc là, pareil, une efficacité à long terme qui est prouvée, puisque c'est la technique qui est la plus vieille. Elle était pratiquée sous la parotomie dans les années 80 aux États-Unis. Par contre, des problèmes d'occlusion dans le temps, c'est-à-dire une fois que vous avez cette opération, il faut savoir qu'on peut tout le temps faire une occlusion digestive. Donc 5 à 14% dans la littérature à long terme d'occlusion avec des réopérations, voire des résections intestinales. Des problèmes de carence nutritionnelle connus, de dumping syndrome, d'hypoglycémie sévère, d'ulcères au niveau gastro-jéjunal. Donc la balance bénéfice-risque, vous comprenez bien qu'à l'heure actuelle, elle est bien en faveur de la sleeve versus le bypass. C'est pour ça que c'est la 2e opération en France et pas la première. Et pour finir, l'anneau de gastroplastie. Donc l'anneau de gastroplastie, ça c'était très connu. Il y a encore des gens qui nous disent « tu es chirurgien bariatrique, ah tu mets des anneaux ?» Ben non, on ne met plus d'anneaux depuis 2008. Les anneaux, ça a permis quand même de faire connaître la chirurgie bariatrique, de faire comprendre qu'en perdant beaucoup de poids, on avait un impact sur la rémission du diabète, notamment de l'apnée du sommeil, de l'hypertension artérielle. Donc cet anneau, on le positionnait à la partie supérieure de l'estomac, ça diminuait la vitesse d'arrivée et ça bloquait au niveau de la partie supérieure du fundus. Et donc on avait un pseudo-sentiment de blocage et de satiété qui permettait de perdre du poids. Le problème, beaucoup de vomissements, beaucoup de migration de la prothèse qui entraînait une ablation de la prothèse. Et quand on enlevait la prothèse, on reprenait tout le poids derrière, ce qui est bien connu au niveau chirurgical. Alors je vous fais l'état des lieux rapide de ce qui est en cours d'évaluation. Il y a beaucoup de choses qui se passent en chirurgie à l'heure actuelle. Il y a des techniques, alors une qu'on connaît qui s'appelle le mini bypass, qui a été retiré par la Haute Autorité de Santé des techniques consensuelles parce qu'il y avait plus de carence nutritionnelle qu'avec un bypass normal. En fait, c'est un bypass avec une seule anastomose, donc ça va plus vite. Le problème, c'est qu'il y a une étude randomisée qui avait montré qu'il y avait beaucoup plus de complications, donc le rapport bénéfice-risque entre bypass en Y ou oméga bypass était plus en faveur de l'Y. Par contre, au niveau mondial, tous les autres pays continuent de faire cette opération, donc il va y avoir une réévaluation l'année prochaine à l'HAS sur cette opération. Bipartition, SADI, SACI, ce sont des techniques de malabsorption, mais très agressives, où là, le rapport bénéfice-risque, il doit vraiment être évalué parce qu'on a un risque de carence, un risque de complications assez élevé. C'est vrai qu'en France, il y a 200-250 opérations par an de ce type de procédure dans des cohortes prospectives.
Le ballon intragastrique, ce n'est pas une technique consensuelle validée par la Haute Autorité de Santé. C'est une option chez certaines personnes qui peuvent se payer un ballon. Ça coûte entre 2 3 000, 4 000 euros, suivant que vous êtes à Montpellier, Marseille, Nice ou Clermont-Ferrand. Le fait est que on avale une pilule maintenant, c'est le ballon de dernière génération. On n'est pas obligé de faire une endoscopie, ça c'est intéressant. On avale une pilule, on va gonfler un ballon avec 500 millilitres à l'intérieur. Ça va prendre une place dans l'estomac, donc vous aurez une pesanteur gastrique qui va vous diminuer l'envie de manger. Des résultats qui semblent intéressants sur du court terme, hein. C'est sur 1 à 2 ans, un peu comme les médicaments à l'heure actuelle. La compétition se fait beaucoup là sur les médicaments justement et les ballons dans les populations entre 30 et 35 d'IMC. Mais ça peut être utile et je pense que ça peut être intéressant aussi pour préparer des patients à l'opération. Par contre, c'est vrai que si les médicaments continuent de prouver une efficacité dans le temps, je pense que le ballon va être en difficulté. Le barré clip, c'est une technique un peu comme l'anneau, mais avec un clip qui est longitudinal, qui n'est pas circulaire, qui refait en fait une technique de sleeve. Mais on n'enlève pas la partie gauche de l'estomac, donc c'est réversible. Donc ça, c'est en cours d'évaluation avec des résultats qui semblent intéressants aussi, mais à court terme. La chirurgie endoscopique, donc l'endosleeve gastroplastie, pas gastrectomie, puisqu'on n'enlève rien. Là, on va plicaturer par l'intérieur en endoscopie l'estomac pour essayer d'avoir la même réduction qu'on a avec une sleeve. Alors, c'est beaucoup plus grand en fait en termes de volume à l'arrivée, mais il y a des pertes de poids intéressantes, pareil, 15% de perte de poids à court terme, à 1 à 2 ans. Donc on attend les résultats à long terme. La chirurgie robotique, alors, la chirurgie robotique, je ne sais pas comment je vais le dire. Pour nous, c'est intéressant parce qu'on aura moins mal aux épaules, parce qu'on est tout le temps comme ça en cellio. Pour le moment, rien n'a été prouvé sur la chirurgie bariatrique pour l'intérêt pour le patient. Ce qui est clair, c'est que le robot va encore évoluer et qu'il faut absolument se mettre au robot. Alors on est content parce qu'au CHU, on a enfin un robot à disposition, donc on va pouvoir en profiter. Il faut en faire de la chirurgie robotique, mais pas de preuve en chirurgie bariatrique. Alors bon, il y en a certains qui se vantent dans les réseaux sociaux là, de faire de la sleeve en robotique. Sachez qu'une sleeve, maintenant, c'est 30 minutes de technique en laparoscopie, qu'il faut 2 heures pour mettre en place un robot. Donc, il faut évaluer tout ça et ça va arriver. La chirurgie magnétique, ça, c'est une révolution parce que ça va nous permettre de moins opérer les patients. On va pouvoir faire des anastomoses. Une anastomose, c'est quand on met bout à bout 2 parties du tube digestif pour faire une communication. Ben, la chirurgie magnétique, c'est mon patron de New York qui l'a décrite et qui est en train de la diffuser. On va être centre d'évaluation. Les médicaments, ben, je suis obligé d'en parler dans le topo de chirurgie parce que nous, ça nous intéresse beaucoup, les médicaments. Soit avant l'opération, soit s'il y a un échec de chirurgie, ben, en post-échec, on va proposer un traitement médicamenteux. Il y a eu une publication qu'on a fait en commun avec l'équipe de M. Avignon et de M. Renard. On est arrivé à prouver qu'il y avait un intérêt à l'utilisation de ces médicaments en cas d'échec. Et aussi en cas de contre-indication à la chirurgie, il y a des patients qu'on ne peut pas opérer ou c'est dangereux. Ben, heureusement, on va avoir des médicaments qui vont nous permettre d'aider ces patients. N'oubliez pas une chose, c'est que le meilleur traitement, c'est ni les médicaments, ni la chirurgie, on en est tous conscients, c'est la prévention. Et c'est pour ça que la Ligue nationale contre l'obésité continue depuis 10 ans, c'est la 10e année cette année, on fera une célébration au mois d'octobre normalement, j'espère. Donc vous pouvez vous connecter sur le site de la Ligue, il y a surtout une ligne d'écoute qui est dédiée aux patients et qui, je pense, est vraiment le fil rouge de notre ligue. Et un gros projet qui s'appelle Diète à domicile. On va essayer d'envoyer des diététiciennes à domicile sur les sorties de SSR pour essayer d'améliorer les résultats de cette prise en charge. Voilà. Donc les conclusions, elles sont simples. Hein. C'est un enjeu majeur de santé publique et socio-économique, l'obésité. On en est tous conscients. Hein. Les dernières datas de l'étude OFEO l'ont montré. La chirurgie, ça marche, c'est pratiqué dans des centres experts avec des équipes pluridisciplinaires, avec le respect des règles de la Haute Autorité de Santé. Il faut bien informer les patients que ce n'est pas non plus un traitement miracle, évidemment, et que cette collaboration pluridisciplinaire, qu'il y ait des médicaments ou pas, ben, c'est ce qui se fait depuis 20 ans et on a l'impression qu'on a plutôt été assez efficace
Donc il faut le continuer. Moi, j'aimerais remercier toutes mes équipes, et notamment Patrick Lefebvre, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui gère l'équipe au niveau médical de la chirurgie. Vous invitez au congrès international qu'on aura à Montpellier au Quorum le 3 et 4 octobre, où on va voter pour le consensus de la sleeve avec plus de 100 experts internationaux. Et pour ceux qui sont intéressés, on a le DU de prise en charge à la faculté de médecine sur obésité sévère et massive, qui est en e-learning, donc c'est un peu moins contraignant et qui a un gros succès. Merci beaucoup de votre attention.